Ma patronne a refusé ma promotion, et m'a dit, tu es remplaçable, alors ne sois pas trop arrogant. Alors, j'ai arrêté de faire tout ce qui ne faisait pas partie de mon rôle. 72 heures plus tard, tout s'est effondré, et les clients ont commencé à menacer d'amende, pour non-respect des temps de disponibilité. Moi, un homme de 32 ans, je travaille dans l'exploitation de centres de données, pour une entreprise d'infrastructure cloud de taille moyenne. Je suis ici depuis presque 2 ans, à gérer le contrôle des changements. En gros, je suis le gars qui décide, si votre déploiement en production a lieu, ou s'il est bloqué, parce qu'il risque de tout casser. Puis, vint la réunion. Ils ont programmé la réunion avec un préavis de 24 heures seulement. Objet du message, discussion sur le rôle. Je savais ce que cela signifiait. 22 mois de travail, allaient être jugés, en une seule conversation. La réunion a duré 11 minutes exactement. J'ai chronométré sur mon téléphone, posé face vers le haut, sur la table entre nous. Michel avait ce regard sur le visage, avant même que je ne m'assoie, ce sourire d'entreprise suffisant, qui disait qu'elle avait déjà pris sa décision, et que tout ceci n'était que du théâtre. C'était le même regard, qu'elle affichait depuis 22 mois, chaque fois que je l'interrogeais sur les opportunités de croissance, le licenciement poli, le on y reviendra, qui ne revenait jamais nulle part. Michel était passée maîtresse, dans l'art de vous faire sentir insignifiant, tout en conservant une dénégation plausible. Ce n'était jamais ouvertement cruel, juste une mort lente, par 1000 petites coupures professionnelles. Elle avait la lettre de rejet, imprimée et pliée. 2 autres managers l'encadraient, comme des choristes que personne n'avait demandé et des témoins de ce qui allait se passer. Le protocole standard, d'un assassinat en entreprise. Je gérais les opérations de contrôle des changements, depuis 22 mois. Je n'aidais pas, je n'assistais pas, je dirigeais tout l'ensemble, en solo. Chaque approbation de changement de production, chaque coordination de fenêtres de maintenance, chaque exception d'urgence provenant des équipes d'ingénierie, à travers 4 régions de centres de données. Les infrastructures critiques, les bases de données clients, le traitement des paiements, les applications de santé. Si vous vous plantez, ce ne sont pas seulement des plaintes, ce sont des pannes visibles pour les clients, et des pénalités contractuelles. L'échelle était massive, 4 régions, des centaines de demandes de changement, passant par le pipeline chaque semaine. Chacune représentait un temps d'arrêt potentiel, une perte de revenus, ou un désastre imminent. Le gars avant moi, a tenu 6 mois, avant de démissionner en plein milieu de son service. Il est parti, un vendredi soir, pendant une fenêtre de maintenance, en laissant son badge sur le bureau, à côté d'un sandwich à moitié mangé. Dès le lundi matin, je recevais des appels paniqués, de la part des directeurs d'ingénierie. Il n'y a eu aucune passation, aucune formation. Ils ont juste fait rouler 3 classeurs de documentation, jusqu'à mon bureau, en me disant « débrouille-toi ». Le système de classement du prédécesseur était une plaisanterie et des papiers aléatoires, fourrés dans des dossiers, sans aucune organisation. J'ai passé le premier mois, rien qu'à organiser ce qui existait. Ensuite, j'ai passé les 6 suivants, à tout reconstruire à partir de zéro. J'ai créé une base de données d'approbation des changements, qui fonctionnait vraiment, j'ai construit des protocoles de fenêtres de maintenance, qui ont réduit les conflits de calendrier de 80%, j'ai écrit les cadres d'évaluation des risques, qui nous ont évité de transformer la production en cratère, et j'ai mis en place des rapports automatisés, qui donnaient l'air intelligent aux cadres, alors qu'ils n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient. La réduction des incidents, au cours de la première année, a été documentée à 67%. Les taux de réussite des changements sont passés de 73% à 96%. Ces chiffres provenaient du tableau de bord des opérations exécutives, celui-là même que le vice-président citait, lors des revues trimestrielles. C'était mon tableau de bord. La promotion que j'avais demandée n'était pas ambitieuse, c'était simplement une formalité administrative, pour reconnaître ce que je faisais, depuis que le gars précédent s'était enfui. Michel a fait glisser le papier. Elle n'a pas établi de contact visuel. Nous avons décidé de ne pas donner suite à votre demande de promotion, pour le moment. Je l'ai ramassé, et j'ai parcouru les premières lignes. Un langage d'entreprise, qui ne dit rien, tout en disant tout. 22 mois de travail, réduit à, ne correspond pas au profil. Qu'est-ce qu'il manque? Ai-je demandé. Ma voix était calme, et professionnelle. Elle a fini par me regarder, avec cet air de me faire une faveur. Une vision stratégique.
Vous gérez bien l'exécution, mais ce rôle nécessite quelqu'un, avec une perspective plus large, quelqu'un capable de dialoguer efficacement, avec la direction exécutive. Traduction, quelqu'un qui présente bien en réunion. Quelqu'un qui parle la langue. Quelqu'un qui joue au golf avec les bonnes personnes. Quelqu'un qui n'est pas trop occupé, à faire le travail réel, pour pouvoir faire de la lèche au cadre. J'occupe ce rôle, depuis presque 2 ans, ai-je dit. Officieusement, oui. Mais c'est différent, d'un leadership officiel. Le rôle que nous remplissons, exige quelqu'un capable de représenter le département, de manière stratégique. Quelqu'un avec de la présence. Présence. Ce mot a claqué comme une gifle. L'un des autres managers, a bougé sur son siège, mal à l'aise. Il savait que c'était n'importe quoi. Puis, Michel a lâché la phrase, qui a scellé son destin. Nous allons proposer le poste à quelqu'un, qui possède davantage de présence exécutive, quelqu'un qui peut nous donner une meilleure image, en réunion. Elle a marqué une pause. Vous resterez là où vous êtes, et vous continuerez à faire ce que vous faites. Vos compétences techniques sont utiles, et nous ne voulons pas perdre cela. Il ne s'agit pas de savoir, si vous pouvez faire le travail, il s'agit de savoir, qui nous voulons pour nous représenter. J'étais comme une petite roue de secours, ou un générateur de secours. J'ai feuilleté jusqu'à la dernière page. La liste de distribution comprenait le patron de Michel, les RH, et quelques directeurs. Ce n'était pas une discussion, c'était un verdict, qui avait déjà circulé, avant même que je ne m'assoie. Donc, cela n'a jamais été sujet à débat, ai-je dit. Cette réunion est une courtoisie, a dit Michel, froide comme un mois de janvier. Nous avons besoin que vous restiez concentrés, a-t-elle poursuivi. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Ne compliquons pas les choses, avec des titres et des discussions sur le périmètre. La migration Cloud Atlas est en retard, 3 semaines de retard. Je m'attends à ce que vous redressiez la barre, comme vous le faites toujours. Je me suis levé, lentement, et de manière délibérée. Je suivrai ma description de poste, à la lettre. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ferai ce pourquoi je suis payé. Rien de plus, rien de moins. Je suis sorti avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai transféré l'annonce à mon équipe, sans aucun commentaire. Objet, mise à jour organisationnelle. Ensuite, j'ai sorti ma description de poste officielle, et j'ai commencé à surligner tout ce que je faisais réellement, par rapport à ce pourquoi il me payait. Il s'est avéré, qu'environ 70% de mon travail quotidien, n'était pas techniquement de mon ressort. C'est fou, comme cela arrive. La plus grosse partie concernait les approbations d'urgence en dehors des heures de bureau, les appels à minuit, et les demandes d'exception le week-end. Pendant 22 mois, j'avais été le pare-feu humain, qui ne se déconnectait jamais. Cela s'arrêtait aujourd'hui. Pendant mon service, je ferai exactement, ce que ma description de poste disait. En dehors de mon service, je serai complètement indisponible. J'ai réglé mon statut d'équipe sur « disponible » heure de bureau uniquement. J'ai mis à jour mon message d'absence automatique, pour après 17 heures, je suis actuellement indisponible. Pour les questions urgentes, veuillez contacter le responsable d'astreinte, selon la matrice d'escalade. Ensuite, j'ai envoyé un email à la direction. Objet, clarification du rôle. Corps du message, conformément à ma description de poste, je ne suis pas désigné, comme support d'astreinte. À compter de maintenant, je serai disponible pendant les heures de bureau standard uniquement. Une trace écrite. Des limites claires. Une conformité professionnelle. J'ai mis les RH en copie, volontairement non pas par mesquinerie, mais parce que les RH ne respectent que 2 choses, la responsabilité juridique, et les horodatage. Dès midi, les gens ont commencé à remarquer, que quelque chose avait changé. Les messages s'accumulaient, sur le canal des opérations. Il y avait des questions sur les approbations de changement d'urgence, les conflits de fenêtres de maintenance, et les demandes d'exception d'accès. Je n'ai répondu à absolument aucun d'entre eux. Vers 13 heures, un gars de l'infrastructure est passé. C'était un jeune, paniqué. Et Chris, as-tu vu la question, sur la fenêtre de maintenance du centre de données de Phoenix? Elle ne m'est pas adressée, ai-je dit, les yeux rivés sur mon écran. Mais, qui doit s'en occuper? Vois cela avec ton manager.
Il est resté là, attendant que je cède. Je ne l'ai pas fait. À 14h15, Michel est apparu à mon bureau, debout dans cette attitude de manager, qui veut parler sans vraiment prendre de rendez-vous. Nous devons discuter des priorités, a-t-elle dit, avec ce ton passif-agressif qu'elle utilisait toujours. J'ai levé les yeux. Mes priorités sont dans ma description de poste. S'il manque quelque chose, nous pouvons discuter de l'ajouter formellement, avec la compensation appropriée. Sa mâchoire s'est crispée. La migration Cloud Atlas est critique. Le client perd confiance. Son expression est passée de la confusion, à la réalisation, puis à la colère, en 3 secondes environ. Chris, tu sais comment ça marche. Oui, ai-je répondu. Je sais. C'est pourquoi je m'en tiens, à mes responsabilités réelles. Elle m'a fixé pendant 5 secondes, attendant que je craque. Je l'ai fixé en retour. Elle est partie. C'est à ce moment-là, que je suis devenu dangereux pour eux. Non pas parce que je démissionnais, non pas parce que je haussais le ton, mais parce que j'étais devenu silencieux, précis, et docile, de la manière la plus gênante qui soit. L'après-midi fut un chaos magnifique. Une réunion d'approbation des changements a commencé en retard, parce que personne n'avait les documents d'évaluation des risques. Une équipe d'ingénierie a appelé 4 fois, et a été transférée à 6 personnes différentes. Un email client est resté sans réponse, pendant 3 heures, parce que personne ne savait quel calendrier consulter. C'était de petites choses, individuellement, mais ensemble, elles s'ajoutaient à quelque chose que personne n'avait vu en 22 mois, une incompétence visible. Quand je suis parti à 17h pile, les gens s'agitaient encore. Les salles de conférence étaient pleines, les téléphones sonnaient. Michel était dans son bureau, au téléphone, faisant des gestes brusques, le visage contracté par le stress. Je suis rentré chez moi, et j'ai retrouvé chaque document que j'avais créé, chaque politique de changement, chaque matrice de risque, chaque guide de dépannage que j'avais écrit à 2 heures du matin. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de ma petite amie, Mélissa, comment s'est passée la réunion? J'ai fixé le message. Mélissa travaillait dans la finance, pour une autre entreprise. Elle était intelligente, ambitieuse, et obsédée par l'image, et la trajectoire de carrière. Elle était impatiente pour ma promotion, planifiant déjà ce que cela donnerait. Je ne l'ai pas eu, ai-je tapé en réponse. 3 petits points sont apparus immédiatement. Quoi? Pourquoi pas? Je ne corresponds pas au profil, apparemment. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé la description de poste surlignée, sur mon bureau. Exactement ce pourquoi il me paie. Il y a eu une longue pause. Puis, Chris, tu dois être malin. Joue le jeu, tout simplement. Fais ce qu'ils veulent pendant quelques mois, puis redemande. J'ai joué le jeu pendant 22 mois. Alors joue mieux. C'est comme ça que ça marche. Tu es têtu. Je suis honnête. L'honnêteté ne paie pas notre loyer. Ne fais pas de bêtises. Tu as besoin de ce travail. J'ai fixé ce dernier message. Tu as besoin de ce travail. Pas nous avons besoin de stabilité. Pas trouvons une solution ensemble. Mais tu as besoin de ce travail. Comme si j'étais un problème qu'elle devait gérer. J'ai posé le téléphone, sans répondre. J'ai réglé mon réveil pour 8h, pas 7h, pas 6h30 mais 8h. Je suis arrivé à 8h30 exactement. Plusieurs personnes étaient déjà à leur bureau, l'air surpris. J'avais 31 messages non lus, datant de la nuit. J'ai commencé à ne répondre qu'aux messages, qui m'étaient directement adressés par mon nom. À 10h, j'avais traité 8 messages, et j'en avais ignoré 23. À 9h, un rappel de réunion est apparu, Conseil consultatif des changements, CAB. Je le dirigeais depuis 18 mois organisant l'ordre du jour, suivant les décisions d'approbation, et médiatisant les conflits entre les équipes d'ingénierie. Cette fois, j'ai décliné. Motif, veuillez confirmer le responsable de la réunion. Le téléphone a sonné à 8h53. Tu viens au CAB? Je ne suis pas listé comme requis, mais c'est toi qui le dirige d'habitude. Vérifie l'invitation. Je ne suis pas l'organisateur. Pause. Alors, qui le dirige? Celui qui a envoyé l'invitation. Ils ont raccroché.
La réunion a commencé sans moi. Elle aurait dû durer 30 minutes, elle en a pris 50, parce que personne ne savait comment la structurer. Le nouveau responsable stratégique restait assis en réunion à prendre des notes, comme s'il s'agissait d'un cours d'université, et n'assumait aucune décision. Chaque fois que quelqu'un demandait qui approuve, il regardait Michel, comme si la réponse se trouvait dans la poche de son blazer. À 10h25, un rapport a été envoyé, métrique hebdomadaire de réussite des changements. C'était des données brutes sans mise en forme, sans résumé exécutif, sans contexte, juste des chiffres, qui ne signifiaient rien pour quiconque ne comprenait pas les systèmes sous-jacents. La chaîne de réponse répondre à tous a commencé 11 minutes plus tard. Il y avait 17 emails à midi. Quelqu'un peut expliquer ça? Pourquoi c'est différent? Qu'est-ce que je regarde? Personne n'a répondu, car j'étais celui qui traduisait les opérations en langage exécutif. Plus maintenant. Un gars de l'infrastructure est passé vers 11h. Et Chris, ce rapport est généralement plus propre. Le processus est documenté. Dossier opération, sous-dossier rapport, fichier appelé norme métrique. D'accord. Mais, d'habitude, c'est toi qui t'en occupes. J'avais l'habitude de gérer des choses, en dehors de mon périmètre, des tâches qui ne relevaient pas de mon rôle. Il est resté là, à digérer l'information, puis est parti. Je l'ai entendu au téléphone, 30 secondes plus tard. J'ai besoin du manuel de procédure du contrôle des changements, V3.2. Chris ne veut pas y toucher. Mon téléphone a vibré. Mélissa, est-ce que tu continues à faire ton mélodrame? Parle juste à ta patronne. J'ai lu le message 3 fois. Faire ton mélodrame. Comme si me défendre était une mise en scène. Comme si connaître ma valeur était une phase. Je l'ai appelée. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Et, écoute. À propos d'hier. C'est fini, ai-je dit. Silence. Quoi? Tu m'as entendu. C'est fini. J'ai besoin de quelqu'un qui me soutient, pas de quelqu'un qui pense que je suis un problème à gérer. Chris, tu réagis de manière excessive. Non. Tu t'inquiètes de l'image que mes choix te donnent. Ce n'est pas ça, un partenaire. Alors, c'est fini. Encore du silence, puis, tu fais une erreur. L'erreur était de penser que tu étais dans mon camp. Récupère tes affaires chez moi. Laisse la clé. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré immédiatement, je n'abandonne pas notre relation. J'ai bloqué son numéro, et je me suis senti plus léger, instantanément. Cela a duré environ 3 heures. À 14h, Michel a envoyé un message, besoin de faire le point sur les priorités. J'ai répondu, mon calendrier indique que je suis pris jusqu'à 17h. On peut planifier cela pour demain si nécessaire. Elle a envoyé une invitation à une réunion pour demain, à 9h. Objet, alignement des attentes. J'ai accepté sans commentaire. C'était exactement le genre de jargon d'entreprise, qui signifiait que j'allais me faire remonter les bretelles. Cet après-midi-là fut le chaos. Une demande de changement d'urgence, est restée dans les limbes 5 personnes en copie, 0 personne prête à l'assumer. Un email client est resté sans réponse, pendant 4 heures, pendant que 3 personnes débattaient de la responsabilité de chacun. Mon téléphone a sonné 2 fois après mon retour à la maison à Michel, puis quelqu'un des opérations. J'ai envoyé les 2 sur la messagerie. Après 17h, je n'existais plus. J'ai préparé le dîner, regardé un film, et je me suis couché à 22h30. Le système se lézardait, et je dormais très bien. Les conversations s'arrêtaient, quand je passais devant les salles de conférence. Ce n'était pas flagrant, mais on pouvait le sentir. Réveil à 8h. Café à la maison. Je suis arrivé à 8h30 pile. Une réunion matinale a commencé avec 10 minutes de retard, parce que personne n'avait l'ordre du jour. Les gens restaient là, maladroitement, jusqu'à ce que quelqu'un improvise. Cela a pris 25 minutes, pour ceux qui en prenaient d'habitude 12. Vers 10h, Eddie s'est arrêté à mon bureau. Eddie travaillait dans l'exploitation des infrastructures à un petit gars, qui portait toujours ses chemises hawaïennes odieuses. « Tu as rompu avec la boîte ou quoi ?» a-t-il demandé. Je suis simplement ma description de poste. Ah, de l'obéissance malveillante.
Classique. Il a jeté un coup d'œil vers le bureau de Michel. Elle était en réunion tout à l'heure, elle avait l'air stressée. Quel dommage. À 10h30, j'ai été entraîné dans un appel avec un fournisseur, qui était déjà en feu. Le contrat de 1,8 million d'euros de Datacore Networks partait en fumée en moins de 48 heures. Le responsable de la gestion des fournisseurs bégayait. Le fournisseur n'y croyait pas. Les fenêtres de maintenance étaient verrouillées pour le premier trimestre. Leur directrice, Victoria, a dit « Maintenant, elles sont flexibles. Nous avons déjà engagé des ressources. » Silence. 5 personnes participaient à l'appel, personne n'avait de réponse. J'ai réactivé mon micro. Amendement de mars, section 4.1. Lien ci-dessous. Il a eu l'air soulagé. Tu peux envoyer ça. C'est déjà accessible. J'ai coupé mon micro. Victoria a dit, quelqu'un de compétent doit m'appeler dans 2 heures. Sinon, mon vice-président en entendra parler. Elle a raccroché. Il m'a envoyé un message, tu peux t'occuper du suivi? Ce n'est pas mon rôle. Il a passé 30 minutes à chercher ce que j'aurais pu trouver en 45 secondes. Au moment où il l'a rappelé, elle avait déjà escaladé l'affaire. Notre vice-président a été mis dans la boucle. J'ai entendu dire qu'il a passé l'après-midi, dans des appels de direction successifs. Mode contrôle des dégâts. À l'heure du déjeuner, le chaos se propageait. Un client a appelé pour des données du portail. Ticket 4782. 3 requêtes et une vérification de calendrier de 5 minutes pour régler le problème. Je l'ai regardé stagner. Priorité normale à 11h47, haute à 12h23, urgente à 13h08. Le ticket a été réassigné 3 fois. Quelqu'un savait comment le réparer, il suffisait d'avoir accès au calendrier des changements. J'avais l'accès, pas eux. Une défaillance structurelle parfaite. Pas mon boulot. Je n'y ai pas touché. À 13h, Michel est apparu à mon box, respirant fort, comme si elle avait marché vite. Son blazer était froissé. L'armure d'entreprise, si soignée, était en train de se fissurer. C'est en train de dégénérer, a-t-elle dit. J'ai continué à taper, sans lever les yeux. Chris, a-t-elle dit plus fermement, tu vois très bien ce que je veux dire. Je me suis arrêté, et je me suis tourné vers elle lentement. Je sais comment cela fonctionnait avant, ai-je dit. C'était justement là, le problème. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Nous avons besoin que tu t'impliques. Je m'implique en faisant mon travail réel, celui pour lequel vous avez décidé, que je n'avais pas l'étoffe d'un cadre supérieur. Son visage est devenu rouge. C'est à cause de la promotion. Ce n'était pas vraiment une question, c'était une accusation. Il s'agit de faire ce dont je suis responsable. Rien de plus, rien de moins. Elle s'est penchée plus près, et a baissé la voix. Chris, j'ai 3 réunions de direction aujourd'hui. Le vice-président pose des questions. Datacore a fait remonter l'affaire. Atlas Cloud menace de prendre du retard. J'ai besoin que tu sois opérationnel. Opérationnel comme si j'étais une machine, qu'il fallait redémarrer. Alors, la personne que vous avez promue devrait s'en charger, ai-je dit. Cela semble être exactement le type de défi, qui nécessite une vision stratégique et une présence exécutive. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Tu es déraisonnable, a-t-elle tenté. Je suis conforme, je suis ma description de poste à la lettre. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Des rôles clairs, des responsabilités définies. On en discutera plus tard, a-t-elle dit. Pour l'instant, j'ai besoin de... Besoin de quoi? De travail gratuit? Ce puits est à sec, Michel. Elle s'est retournée, et est partie rapidement, presque en courant. Sa porte s'est refermée brutalement. L'après-midi a empiré. Une présentation d'approbation de changement a été envoyée au cadre, sans les diapositives d'analyse des risques, juste les demandes de changement brut. Les cadres l'ont renvoyée, avec 20 questions. Une approbation de changement d'urgence a pris 4 heures au lieu de 30 minutes. C'était une mise à jour de base de données processus standard, sauf que personne ne savait quels critères de risque vérifier. La réunion tournait en rond. Doit-on approuver?
Quel est le périmètre d'impact? Quelqu'un de l'ingénierie a fini par prendre la parole. Je peux prendre la décision technique, mais je n'ai pas l'autorité d'approbation. C'était toujours la décision de Chris. Silence. Tout le monde connaissait la bonne décision à prendre, mais personne ne voulait être celui qui porterait le chapeau, si ça tournait mal. Il n'était pas impuissant, il n'était pas couvert. Dans une entreprise qui punit plus sévèrement une mauvaise décision que l'absence de décision, personne ne voulait voir son nom sur l'approbation. J'ai regardé. J'ai pris des notes. Je n'ai pas tapé une seule chose, dans le chat. À 16 heures, quelqu'un a dit dans la salle de pause, « Pourquoi tout semble cassé ?» 2 personnes ont hoché la tête. Quelque chose avait changé. Je suis parti à 17 heures pile. Mon téléphone vibrait déjà, avant même que j'atteigne le parking. J'ai tout ignoré. Le schéma s'est poursuivi jusqu'au jeudi. À 9h30, jeudi matin, Michel a convoqué une réunion d'urgence. Responsable de l'infrastructure uniquement. Je n'étais pas invité. 10 minutes plus tard, quelqu'un m'a envoyé un message, « Peux-tu expliquer comment fonctionne le flux d'approbation des changements d'urgence ?» J'ai renvoyé un lien vers la documentation, Manuel de contrôle des changements, version 3.2, section 7. Le plus drôle, c'est que je ne cachais aucune information. Je leur donnais littéralement, et sans cesse, le même lien. Ils voulaient simplement que je sois le manuel. 5 minutes plus tard, Michel était à mon bureau. Les gens sont bloqués sur plusieurs fronts. Je n'ai pas levé les yeux. Lien du document ci-dessous. C'est la réponse complète. Chris. Elle s'est penchée sur mon bureau, agressive. Tu sais très bien ce que je veux dire. Je sais de quoi je suis responsable. Le reste ne me concerne pas. C'était votre décision. À la mi-journée, la situation avec les clients a explosé. Atlas Cloud a appelé. Le suivi du déploiement montrait des informations contradictoires. Le portail des changements indiquait jeudi, le calendrier de l'ingénierie indiquait vendredi. Leur directrice de l'infrastructure, Claire, était frustrée. Nous avons des déploiements de production critiques, qui dépendent de votre fenêtre de maintenance, et vous ne savez même pas quand elle est programmée. Silence. Nous travaillons ensemble depuis presque 2 ans. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Qu'est-ce qui a changé? Encore du silence. Je suis resté en sourdine. Je ne me suis pas porté volontaire. Je n'ai sauvé personne. 20 secondes de silence, lors d'un appel client, ressemble à des funérailles. Quelqu'un a fini par dire, nous vous donnerons une réponse d'ici la fin de la journée. La voix de Claire est devenue glaciale. Vous avez dit cela hier. J'ai besoin de réponses maintenant, pas de promesses. Si ce n'est pas résolu d'ici 15 heures, je fais remonter l'affaire à votre équipe de direction. L'appel s'est terminé en 15 minutes. Un email a été envoyé à la direction, avec le vice-président de Claire en copie. Objet, échec critique du compte Atlas Cloud. Alerte rouge. L'impact sur les accords de niveau de service, SLA, était mentionné 2 fois. Révision du contrat menacé. Revenu à risque signalé en gras. À 14 heures, l'infrastructure a signalé un délai dépassé, les métriques de réussite des changements. C'était une routine mensuelle, due le premier jeudi de chaque mois. Personne ne l'a fait ce mois-ci, parce que c'est moi qui m'en chargeais toujours, discrètement à 6 heures du matin, avant que tout le monde n'arrive. Cette fois, ça n'a pas été fait. L'infrastructure a envoyé un email formel à la direction à 14h14. Objet, urgent, métrique mensuelle de changement en retard. Quelqu'un a répondu par erreur, aucun responsable actuel pour les approbations de changements en dehors des heures de bureau. Le fil de discussion est devenu silencieux, un silence de mort parce que tout le monde a réalisé que c'était une preuve accablante. C'était un aveu écrit, de défaillance structurelle, envoyé à la direction, horodaté, et archivé. À 15 heures, j'ai été convoqué à un appel avec Michel et 2 directeurs que je n'avais jamais rencontrés. L'un d'eux, en costume gris, a demandé qui était responsable de l'approbation finale, des fenêtres de maintenance d'Atlas Cloud. Il y a eu un va-et-vient, pour contourner l'évidence. Quelqu'un s'est tourné vers moi. Chris, explique-nous comment cela fonctionnait auparavant. J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai répondu.
Cela fonctionnait grâce à une coordination informelle. Je comblais les lacunes entre les processus documentés et l'exécution réelle. Silence total. Qu'est-ce que cela signifie? A demandé Michel. Le processus fonctionnait parce que j'absorbais les failles structurelles. Je prenais des décisions qui ne m'appartenaient pas, je résolvais des problèmes qui n'étaient assignés à personne, et je coordonnais des équipes qui ne communiquent pas entre elles. Tout cela était non documenté, invisible, et non payé. Personne n'a contesté, car c'était la vérité. La réunion s'est terminée sans résolution. Je suis parti à 17h exactement. Jeudi soir, 21h12. Mon téléphone est resté face contre terre, sur le comptoir de la cuisine. Quelqu'un s'est lassé d'attendre une approbation, qui n'avait pas de responsable, alors ils ont fait ce que les équipes paniquées font toujours, ils ont poussé la mise à jour quand même, en l'appelant urgente. À 21h30, la page de statut de l'entreprise est passée en mode investigation. Quelqu'un avait poussé un changement de base de données d'urgence, sans plan de retour en arrière, le genre de choses que j'aurais détecté en 30 secondes, si quelqu'un avait pris la peine de demander. Mais ils ne l'ont pas fait, parce que je n'étais pas d'astreinte, parce que ce n'était pas mon boulot. Le pont de réponse aux incidents s'est activé. Un commandant d'incident a été assigné, et soudain, les mêmes personnes qui avaient ignoré mon email de clarification de rôle, hurlaient pour trouver un responsable. 40 personnes en 5 minutes. Le canal des incidents a atteint 200 messages en 11 minutes. À 21h45, quelqu'un demandait, qui a approuvé le changement? Nous supposions que Chris l'aurait vérifié. Quelqu'un a fini par admettre, Chris n'est pas de service. Une autre voix a ajouté, depuis 17h. À 22h05, c'était un incident de niveau 1, SV1. Impact client direct. Délai d'attente pour le traitement des paiements. Erreur sur le portail de santé. 3 clients entreprises demandaient, les crédits SLA sont-ils automatiques, ou devons-nous facturer? L'incident a duré jusqu'à 2h15 du matin. Le retour en arrière a pris 4 heures, car personne n'avait documenté les dépendances correctement. La première tentative de retour en arrière a échoué. C'était mon travail. Le travail que j'avais l'habitude de faire à minuit, gratuitement. Vendredi matin. Le bureau ressemblait à un autocuiseur, sur le point d'exploser. Les gens bougeaient vite, mais ne produisaient rien. Une panique sans direction. Je suis arrivé à 8h30. Michel est passé devant mon bureau, sans me regarder. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi de la nuit. C'était probablement le cas. J'ai ouvert mes emails, 89 messages non lus. J'ai commencé par ceux qui m'étaient adressés. J'ai ignoré le chaos. À 9h, une invitation à une réunion est apparue. Objet, revue des opérations d'urgence. Les participants comprenaient des gens, avec qui je n'avais jamais été dans la même pièce, des vice-présidents, des directeurs seniors et des gens qui n'apparaissent que lorsque les choses s'enveniment. La réunion a commencé à 9h30. Je m'y suis joint, caméra éteinte, micro coupé. Les questions fusaient. Pourquoi les approbations de changement sont-elles bloquées? Qui a autorisé ce changement de processus? Que s'est-il passé avec l'incident de la nuit dernière? Pourquoi le client menace-t-il de pénalités contractuelles? Puis quelqu'un a dit, nous supposions que Chris s'en occupait. Quelqu'un d'autre a répondu, il n'est plus dans ce rôle. Un silence pesant s'est installé. Un vice-président à qui je n'avais jamais parlé, a demandé, Chris, quelle est ton évaluation? J'ai réactivé mon micro. Défaillance structurelle. La responsabilité a été attribuée, sans l'autorité nécessaire. Cela ne fonctionne pas. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'assumer les résultats, tout en l'empêchant de prendre les décisions. Nouveau silence. Quelqu'un des RH a pris la parole. Qu'est-ce qui permettrait de résoudre cela? Une propriété claire. Une autorité de décision. Une rémunération correspondant au périmètre d'action. Tout cela, de manière formelle, est documenté. Le vice-président a hoché la tête. Nous allons faire un suivi. La réunion a pris fin. Je me suis remis au travail. 10 minutes plus tard, mon téléphone de bureau a sonné. Extension interne, Michel. Chris, peux-tu venir dans la salle de conférence C? Juste une minute.
J'ai vérifié mon calendrier. Rien de prévu. Pourquoi faire? S'il te plaît. Juste 5 minutes. J'y suis allé. La porte était fermée, les stores baissés. Michel était assise seule, à la table. Pas de carnet, pas d'ordinateur portable, juste elle. Ferme la porte, a-t-elle dit. Je l'ai laissée ouverte, et je suis resté dans l'embrasure. Elle s'est levée, s'est approchée. Sa voix a baissé d'un ton. Chris, j'ai besoin de ton aide. Avec quoi? La situation d'Atlas Cloud, l'escalade de Datacore, les métriques, tout. Elle a marqué une pause. Je sais que les choses ont été tendues, mais je te demande de m'aider à régler ça. Je fais mon travail. C'est ce pourquoi vous avez promu quelqu'un d'autre. Chris, s'il te plaît. Ses mains tremblaient. Elle essayait de le cacher, en serrant le dossier de la chaise. Je me noie ici. La direction pose des questions. Je ne peux pas répondre. Les clients menacent de partir. Le vice-président surveille chacun de mes mouvements. Ça a l'air difficile. Ne fais pas ça. Elle s'est avancée encore. Tu sais comment ça marche. Tu sais ce qu'ils attendent. J'ai juste besoin que tu gères les choses, comme tu le faisais avant. Juste pour quelques semaines. Le temps que ça se calme. Le temps que quoi se calme? La défaillance structurelle? L'absence de responsable? Le fait que vous ayez construit un système, qui ne fonctionne que si quelqu'un fait des heures supplémentaires gratuites? Sa mâchoire s'est crispée. J'ai fait une erreur avec la promotion. Je le vois maintenant. Très bien. Réparez-la. J'essaie, mais j'ai besoin de temps, et j'ai besoin que tu ne laisses pas tout brûler en attendant. Non, Michel. Vous avez fait votre choix. Assumez-le. Tu es vindicatif. Je suis clair. Vous voulez que quelqu'un répare votre gâchis? Appelez la personne que vous avez promue. Elle a la vision stratégique, et la présence exécutive, n'est-ce pas? Laissez-la faire ses preuves. Son visage est devenu cramoisi. C'est ma carrière qui est en jeu. Vous auriez dû y penser, il y a 22 mois. Je suis sorti, je ne me suis pas retourné, et j'ai entendu la porte de la salle de conférence claquer derrière moi. À 11 heures, Eddie est passé. La salle de conférence B est pleine depuis 2 heures. Michel et les cadres. À 11h15, mon téléphone s'est éclairé. Numéro inconnu. Un message texte avec une capture d'écran en pièce jointe. C'était un email de Mélissa, adressé à Michel. Objet, inquiétude concernant Chris. Michel, je vous contacte parce que je m'inquiète du comportement récent de Chris. Il agit de manière instable depuis la décision de promotion, prend des décisions inconsidérées, et parle d'arrêter le travail pour laisser les choses échouer. Je crains qu'il ne fasse quelque chose, pour saboter les opérations ou créer des problèmes. J'ai pensé que vous devriez le savoir, afin de pouvoir traiter le problème, avant qu'il ne s'envenime. Il ne réfléchit pas de manière rationnelle en ce moment. Envoyé le mercredi, à 15h42. J'ai fixé l'écran. Je l'ai lu 2 fois. Une guerre de réputation. Elle n'avait pas pu contrôler la rupture, alors elle essayait de contrôler le récit. Me peindre comme instable. Saboter ma crédibilité. Faire de moi le problème. La formulation était parfaite, pas d'accusation, juste des inquiétudes. Le genre de message qui n'a pas besoin d'être vrai, il lui suffit d'exister. Le texte qui accompagnait la capture d'écran disait « J'ai pensé que tu devrais voir ça. » Un ami. C'est bon de savoir que certaines personnes ne sont pas dupes. À 11h45, j'ai été convoqué à une réunion avec les RH. La directrice des RH, seule. Chris, quelqu'un a contacté la direction, pour exprimer des inquiétudes quant à votre aptitude à exercer votre rôle. C'est un contrôle de routine. Avez-vous l'intention de perturber les opérations, d'une manière ou d'une autre? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la capture d'écran, et je la lui ai tendue. Elle l'a lu. Son expression est devenue neutre. Mon ex-petite amie a envoyé cela à mon manager mercredi sans me le dire après que je l'ai largué, parce qu'elle ne me soutenait pas. Elle a pris une note. Prévoyez-vous de perturber les opérations? Non.
Je fais mon travail tel qu'il est décrit. C'est tout. Compris. Nous allons documenter cela. Elle a fermé son carnet. Continuez comme vous le faisiez. La réunion a duré 4 minutes. À midi, la situation avec Atlas Cloud s'était encore aggravée. Ils ont suspendu tous les déploiements, en attendant une résolution. Cela signifiait que leur calendrier de production était gelé. Cela signifiait que leur direction faisait pression, sur la nôtre. À 13h30, j'ai fait une pause. J'ai ouvert ma boîte email personnelle. 3 messages de recruteurs reçus au cours de la semaine passée, tous dans l'exploitation de centres de données, tous pour des postes de directeur ou plus. J'ai mis à jour mon CV, avec mes 22 derniers mois de travail réel. J'ai quantifié la réduction des incidents, et les améliorations de processus. Le CV avait fière allure. Je l'ai enregistré. J'ai fermé l'ordinateur. Je ne l'ai envoyé nulle part, je voulais simplement savoir qu'il existait. À 14h, Michel m'a appelé dans son bureau, et a fermé la porte. C'est plus gros que ce que je prévoyais, a-t-elle dit. Elle avait l'air épuisée. Ça l'a toujours été. Elle a hoché la tête. Que suggères-tu? Décider qui est responsable du résultat. Donnez-lui le pouvoir de l'obtenir. Je vais faire remonter cela. Je me suis levé. Prévenez-moi quand une décision sera prise. Ce soir-là, le bureau était encore en plein chaos, quand je suis parti à 17h. Des gens dans les salles de conférence, au téléphone, mangeant de la nourriture de distributeurs par pur stress. Quelqu'un était penché sur un ordinateur portable, avec l'air d'être sur le point de pleurer. Je suis passé devant tout cela. Mon téléphone a sonné à 18h20. Numéro inconnu. J'ai répondu. Chris, c'est Victoria de Datacore Networks. Salut, Victoria. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais Claire d'Atlas Cloud m'a appelé aujourd'hui. Elle est frustrée. Elle dit que les choses sont devenues confuses de votre côté, cette semaine. Oui, on peut dire que les choses ont été intéressantes. Pause. Chris, je vais être franche avec toi. Tu es la seule personne là-bas, qui réponde et qui assure le suivi et le seul qui boucle la boucle sur quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, j'espère que cela va s'arranger, car si cela reste ainsi, mon vice-président rouvrira les négociations pour le renouvellement. Elle a marqué une pause. Et si jamais tu veux partir, je peux te présenter à quelques responsables de recrutement et de bonnes boîtes, des équipes solides qui ne jouent pas à des jeux. J'apprécie beaucoup. Tu l'as mérité. Mais sérieusement, si tu as besoin d'une référence, appelle-moi. Elle a raccroché. Les principaux fournisseurs surveillaient. Les clients surveillaient. L'industrie surveillait. Je n'essayais pas de tout casser, j'avais simplement fini d'être le système de contrôle invisible et non documenté. Samedi matin, j'ai reçu un autre email. Objet, réunion de direction lundi, 9h. Participants requis, moi, Michel, 2 vice-présidents, la directrice des RH, le directeur de l'infrastructure. J'ai répondu confirmé, puis j'ai fermé mon ordinateur, et j'ai profité de mon week-end. Je suis allé courir, j'ai préparé mes repas de la semaine, et j'ai regardé un film. Lundi allait être intéressant. Lundi matin, la salle de conférence était pleine dès 9h. Michel, 2 vice-présidents, la directrice des RH, et le gars de l'infrastructure. Tout le monde avait l'air d'avoir passé un week-end atroce. Le vice-président senior a commencé. Allons droit au but. Nous avons besoin d'une solution pour Atlas Cloud, Datacore, et pour notre résilience opérationnelle. Nous sommes confrontés à des points de défaillance uniques ici. Il s'est tourné vers moi. Chris, nous avons examiné la situation. Il y a eu un désalignement structurel. Que faudrait-il pour stabiliser la situation? Je me suis adossé à mon siège, en laissant la question planer. Une autorité formelle sur les opérations de contrôle des changements. Un lien hiérarchique direct. Aucune attente informelle. Une rémunération alignée sur la responsabilité. Un changement de titrant au directeur des opérations de contrôle des changements. Tout cela par écrit. Non négociable. La pièce est devenue silencieuse. Il faisait les calculs, le coup du oui, contre le coup du non. Le gars de l'infrastructure a pris la parole.
Délai de stabilisation? Immédiat, une fois que l'autorité est claire. Michel s'est raclé la gorge. Qu'en est-il de la structure plus large du département? Cela dépend. Si vous me demandez si je vais continuer à absorber du travail qui n'est pas le mien, la réponse est non. Si vous me demandez si je vais exécuter des tâches, dans un périmètre clairement défini, la réponse est oui. Le vice-président a hoché la tête. C'est juste. La directrice des RH est intervenue. Un changement de titre et un ajustement de rémunération prennent du temps et des procédures administratives, mais nous pourrions commencer par une désignation de responsable par intérim. C'est en fait une excellente opportunité de développement. Je l'ai regardé. Dans ce cas, rien ne change, jusqu'à ce que ce soit fait. Je ne prends pas de responsabilité sans l'autorité qui va avec. Plus maintenant. Le vice-président a coupé court. Nous pouvons accélérer cela. Autorité intérimaire effective immédiatement. Titre et rémunération finalisés sous 30 jours. Alors je serai prêt dans 30 jours. Michel a tenté une nouvelle fois. Nous avons besoin de mouvement avant cela. Le client, ai-je interrompu, calmement, le client a besoin de confiance. La confiance vient d'une structure solide. La structure demande du temps. Vouloir précipiter les choses, c'est recréer le même problème. Le vice-président a levé une main. Il a raison. Faisons cela correctement. Quelqu'un du service juridique a demandé discrètement, a-t-il un risque d'exposition juridique ici? Des problèmes de classification salariale? La pièce est devenue plus tendue. Personne n'a répondu. Ils ont passé 20 minutes à rédiger les termes. Titre du poste, directeur des opérations de contrôle des changements, rapportant directement au vice-président de l'infrastructure. Autorité, autonomie totale sur les décisions d'approbation des changements. Rémunération, 142 000 € de base, plus bonus de performance. Quand ils m'ont relu le texte, j'ai dit, ça me va. Une précision toutefois. Ils ont attendu. Cela doit être communiqué clairement à tout le monde. Aucune ambiguïté, aucune supposition sur des responsabilités informelles. Le vice-président a accepté. C'est fait. La réunion s'est terminée à 10h15. Alors que les gens sortaient, Michel est resté. Cela aurait pu être géré différemment, a-t-elle dit. Elle ne pouvait toujours pas admettre qu'elle avait créé ce désordre. Oui. Il y a 22 mois. Elle n'a pas répondu. Elle a commencé à partir, puis s'est arrêtée, et s'est retournée. Vous savez quoi? Non. C'est inacceptable. Sa voix montait. Le masque soigneux de cadre d'entreprise était enfin en train de se briser. Vous avez saboté les relations clients. Vous avez laissé échouer des processus critiques. Vous m'avez fait passer pour une incompétente devant la direction. Je suis resté assis, calme. J'ai fait mon travail. Celui pour lequel vous aviez dit que je n'étais pas qualifié pour une promotion. Ne me servez pas ça. A-t-elle hurlé. Elle criait maintenant. La porte était encore ouverte, les gens qui passaient pouvaient l'entendre. Vous avez délibérément laissé les choses s'effondrer. Vous saviez ce qui arriverait et vous l'avez fait quand même. J'ai arrêté de fournir du travail gratuit. Ce n'est pas du sabotage. Ce sont des limites. Des limites? A-t-elle ri d'un ton aigu et amer. Tu n'es pas quelqu'un de principe, Chris. Tu es mesquin. Tu es vindicatif. Tu as fait un caprice, parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, et maintenant tu te prends pour une sorte de héros. Le vice-président était encore dans le couloir. Je l'ai vu s'arrêter, se retourner, et commencer à revenir vers la salle de conférence. J'ai respecté ma description de poste, ai-je dit, toujours calme. C'est littéralement tout ce que j'ai fait. Vous savez bien que ce n'est pas comme ça que ça marche. Sa voix continuait de monter. Vous n'avez pas le droit de simplement vous arrêter. Ce n'est pas à vous de décider, ce qui fait partie de votre travail et ce qui n'en fait pas partie. C'est moi qui décide. Moi. Et si je vous dis de gérer quelque chose, vous le gérez. Le vice-président est apparu dans l'encadrement de la porte, le visage totalement neutre. Elle ne l'a pas remarqué. Elle a continué. Vous voulez savoir pourquoi vous n'avez pas eu de promotion? À cause de cette
Cette attitude. Tu es remplaçable, alors ne sois pas trop arrogant. Tu te penses indispensable, mais tu ne le es pas. Tu n'es qu'un petit. Michel. La voix du vice-président a résonné, calme et froide. Elle s'est retournée brusquement, et l'a vu là. Son visage est devenu livide. Il s'est tourné vers la directrice des RH, qui était apparue derrière lui. S'il vous plaît, escortez Michel au RH. Nous la plaçons en congé administratif, en attendant une révision. Attendez, a commencé Michel. Maintenant, a-t-il dit. La directrice des RH s'est avancée. Michel, on y va. Michel les a regardés l'un après l'autre, a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Elle est sortie. Le vice-président m'a regardé. Reste ici. Il est parti. La porte s'est refermée. Je suis resté assis là pendant 20 minutes. J'ai vérifié mes emails. Rien. Le vice-président est revenu, et s'est assis en face de moi. Qui a géré les approbations de changement en dehors des heures de bureau, ces 22 derniers mois? C'est moi qui le faisais, de manière informelle. Et qui était censé les gérer? Personne. Cette responsabilité n'existait dans aucune description de poste. Il a hoché la tête lentement. C'est une défaillance structurelle. Une défaillance de leadership. Il a marqué une pause. Tu as construit le tableau de bord des opérations exécutives, créé le cadre de contrôle des changements, et réduit les incidents de 67%. C'est un rendement de niveau directeur, avec une autorité de niveau analyste. Il s'est levé. Ton rôle commence maintenant. Tu rapportes directement à moi. Nous formaliserons tout d'ici la fin de la semaine. Et Michel. Congé administratif dès aujourd'hui. Nous gérons le reste comme il se doit. Cet après-midi-là, un email a été envoyé, Michel en congé. Annonce de la structure hiérarchique intérimaire. Mon rôle intérimaire prenait effet immédiatement. À la fin de la semaine suivante, un autre email, fin du contrat de travail de Michel. Restructuration organisationnelle à suivre. Le contrat de travail peut être rompu à tout moment, par les deux parties, surtout quand les cadres se sentent personnellement embarrassés. Et Chris, a-t-il ajouté en marquant une pause, documente tout à partir de maintenant. Absolument tout. On fait les choses dans les règles de l'art, dorénavant. C'est déjà ce que je fais. Il a failli sourire. Je sais. C'est pour ça que tu es assis ici, et qu'elle est en train de vider son bureau. Il est parti. Je suis resté assis là encore une minute, à digérer ce qui venait de se passer. Michel avait craqué publiquement, devant les cadres supérieurs. Après une semaine de faillite opérationnelle visible, qu'elle avait elle-même créée, en refusant de structurer correctement l'équipe, elle avait enfin montré à tout le monde, ce que je subissais depuis 22 mois, la condescendance, le mépris, et l'exigence de travail gratuit. Enveloppé dans une politesse d'entreprise de façade. Et quand ce masque s'est fissuré, il a volé en éclats. Je me suis levé, et je suis retourné à mon bureau. Eddie était là. Michel vient de se faire escorter dehors? Ouais. Purée. Il a secoué la tête. Je l'ai entendu péter un câble dans la salle de conférence. Ça avait l'air violent. La sécurité l'a raccompagné. Tout s'est fini en 10 minutes. Ils sont rapides, quand ils le veulent. L'annonce a été faite à l'heure du déjeuner clair, et direct, le départ de Michel, mon nouveau rôle, et la structure hiérarchique. À 14 heures, les gens m'envoyaient des messages directement, au lieu de passer par Michel. À 16 heures, une décision bloquée depuis 3 jours a été prise en 12 minutes. Le système était en train de s'auto-corriger. Les choses se sont installées dans un nouveau rythme. Le chaos avait disparu. Les processus tournaient à nouveau sans accroc, car ils étaient correctement structurés. Les approbations de changement se faisaient efficacement, car l'autorité était claire. Les clients étaient contents, les fournisseurs aussi, et tout le monde gagnait de l'argent. Puis, 6 mois plus tard, j'ai reçu un email des RH. Objet, révision de la rémunération, ajustement rétroactif. J'ai ouvert le message, et je l'ai lu lentement. Un rappel de salaire sur 22 mois. Pas un salaire complet de directeur pour toute la période, mais un ajustement rétroactif, pour le travail que j'avais réellement accompli.
Ce n'était pas une fortune, mais c'était juste. Les RH avaient inclus une note, suite à l'examen de la documentation, et à l'analyse de l'étendue du rôle, nous avons identifié un désalignement de la rémunération, au cours de votre mandat sous la direction précédente. Cet ajustement reflète le travail effectué, en dehors de votre rôle assigné. J'ai accepté. Je n'ai pas eu besoin de me battre. La trace écrite que j'avais conservée, leur a permis de calculer facilement ce que j'avais fait, par rapport à ce pourquoi j'avais été payé. Ce soir-là, j'ai quitté le bureau à 17h30. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Mon téléphone a vibré. Mélissa, depuis un numéro différent. Je l'ai bloqué sans même lire. Rien de ce qu'elle avait à dire n'avait plus d'importance. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé le dîner, je me suis assis sur mon canapé, et j'ai pensé aux 6 derniers mois. Le travail n'était pas difficile. Le mensonge, lui, l'était. Je n'ai pas cassé leur système, j'ai simplement cessé de l'être. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer des histoires toujours plus passionnantes. Merci.